Bonjour à tous et merci de m'accueillir et de partager avec moi ce moment à travers cette vidéo. Je voulais donc aujourd'hui vous présenter et vous parler une fois de plus du revenu universel. Nous savons qu'il peut être la solution notamment aux problèmes de pauvreté, mais les différentes expériences qui ont eu lieu ont montré qu'il pouvait aller au-delà et qu'il serait une erreur de le cantonner à l'économie. Nous pouvons le voir plus grand, nous pouvons voir plus loin. Ce revenu universel, personnellement, je le rêve égalitaire, individuel, écologique, non spéculable, sécurisant, libérateur, inconditionnel dans son attribution, dynamisant et bien sûr non thésaurisable. Alors qu'est-ce que c'est que le revenu universel ? Eh bien c'est une somme de monnaie ou de valeur monnaie attribuée à tous, sans exception, de la naissance à la fin de vie. Alors tout de suite on se demande pourquoi va-t-on l'attribuer, y compris aux plus riches d'entre nous, y compris à ceux qui n'en ont ou n'en auraient pas besoin. Mais nous allons voir que cela peut être intéressant et pour plusieurs raisons. D'abord pour l'imposition, et nous en parlerons tout à l'heure, mais avant tout, je reste persuadé que le revenu universel doit être constitutionnalisé. Il doit être inscrit dans la Constitution pour le rendre perpétuel et irréversible. Pour être constitutionnel, il doit être équitable, à savoir adressé à tous, sans exception. Son but premier reste bien sûr d'assurer les besoins vitaux et nécessaires. Alors ces besoins ont été définis par Épicure sous le titre des désirs vitaux et nécessaires. Donc se protéger, avoir un toit, des vêtements, se nourrir, avoir accès à une alimentation régulière, saine si possible. Prendre soin de son corps, il s'agit là de se reposer, de faire du sport, mais aussi l'accès aux soins, et avoir des lieux de soins et des centres médicaux, par exemple, des hôpitaux, des maternités à proximité. Alors depuis l'époque d'Épicure, les choses ont un petit peu évolué, et je me dis qu'à notre époque, nous devrions y ajouter la mobilité, à savoir se déplacer, voyager, découvrir le monde, la culture, s'instruire, s'informer convenablement. L'idée étant quand même de remplacer la notion de travailler pour gagner sa vie, qui est une invention de l'homme contre l'homme et un outil de domination entre les hommes, par la notion d'œuvrer à réaliser sa vie. Et comme le disait Épicure, atteindre le bonheur et utiliser le bonheur comme moyen d'émancipation. Voici une rapide présentation de ce que pourrait être le rôle du revenu universel. Il nous reste maintenant à imaginer les façons de le mettre en place. Et je vous propose de partir du système que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des revenus, qu'ils soient du travail ou du social, ce qui revient au même, car pour être allocataire du chômage, par exemple, il faut avoir travaillé. Et nous allons quand même écarter aujourd'hui les autres revenus, les revenus fonciers, les revenus financiers, les revenus rentiers, qui de toute façon ne sont pas attribués à tout le monde. Restons cantonnés sur le revenu du travail. Ce revenu, nous le recevons de différentes façons. D'abord, le versement d'un salaire net sur notre compte en banque, généralement une banque commerciale, puis sous forme de cotisation. Alors, directement attribué à la sécurité sociale, que je sépare ici des autres cotisations, nous comprendrons pourquoi par la suite. Puis l'État et les collectivités et institutions, à travers les cotisations salariales, l'impôt sur le revenu depuis le prélèvement à la source, la retraite, les mutuelles, prévoyance, etc. Et nous avons donc à notre disposition les sommes versées sur notre compte bancaire que nous utilisons en premier lieu pour assurer nos besoins vitaux et nécessaires. L'immobilier via un crédit ou un loyer, ce qui revient au même car il y a souvent un crédit derrière un loyer. Puis vers les autres achats, alimentaires, vestimentaires, de santé, de transport, et s'il en reste, vers les loisirs, les vacances, la culture et l'instruction. Pour cela, nous utilisons des commerces et des services comme les grandes et moyennes surfaces, le commerce indépendant, les sites de vente en ligne, les producteurs locaux, en gros toutes les entreprises qui vendent des produits ou des services aux particuliers. On les appelle B2C en langage technique, à la différence des entreprises B2B qui, elles, s'adressent exclusivement à d'autres professionnels. L'État dans sa globalité demande à l'immobilier de contribuer et collecte via l'impôt foncier, les taxes sur les transactions, les droits de succession, appelés couramment les frais de notaire, et certainement d'autres que j'oublie aujourd'hui.
L'État demande aussi aux entreprises de participer à la collecte à travers les cotisations patronales, les impôts indirects, taxes sur le tabac, les carburants, l'alcool, la TVA, et qu'il collecte pour lui. Notons que l'ensemble des entreprises participent également à la collecte immobilière selon leurs besoins en infrastructure et qu'elles sont soumises aussi aux fluctuations de l'immobilier. Afin de réguler justement ce marché de l'immobilier, l'État intervient généralement à travers des niches fiscales, un crédit d'impôt en échange d'un loyer modéré. L'État intervient aussi dans le financement du coût de la main-d'œuvre et pour cela il utilise un système d'allègement de cotisations plus ou moins efficace. Nous connaissons tous la réduction Fillon, le CICE en fait partie. Voici donc un rapide survol du fonctionnement de notre société, tout au moins des flux financiers qui intéressent la majorité de nos citoyens. Sauf que ce système est à bout de souffle, qu'il crée trop de chômage, d'inégalités et de pauvreté. Une région du monde comme la nôtre ne devrait pas être dans cette situation-là à ce jour. Tout cela est accentué par l'évasion fiscale, qu'il ne faut pas confondre avec la fraude fiscale, qui même si elle sort des sommes d'argent de l'impôt, elle permet malgré tout de les laisser en circulation, le travail au noir, etc. Alors que l'évasion fiscale, elle, fait disparaître les sommes et les sort complètement du circuit. Alors, pour un petit peu avancer vers une forme d'égalité, on vient de nous expliquer la théorie du ruissellement, qui consiste à abonder le sommet de la pyramide sociale, là il faut entendre les plus riches, et que si tout va bien, les sommes ruisselleraient vers le bas de la pyramide, entendre les plus pauvres. Alors, hormis le fait que cela n'a jamais fonctionné, c'est sans compter sur l'évasion fiscale, et force est de constater que le ruissellement a quand même ses limites et qu'elles sont plutôt hautes. D'autre part, en bon fils de paysan que je suis, je n'ai jamais vu un épi de blé pousser par le haut. J'ai plutôt vu et compris qu'il fallait planter une graine et attendre qu'il pousse par le bas, évidemment. Nous devons donc trouver une solution pour sortir de ce système, certes efficace après-guerre, mais épuisé aujourd'hui. Sachant que nous sommes tous nés sur cette terre, originellement capables de nous nourrir, nous devrions tous pouvoir couvrir de fait nos besoins vitaux et nécessaires. L'invention de la monnaie et de la propriété privée est venue contrarier cela et créer des rapports de domination. C'est un fait et il semble impossible de revenir là-dessus. C'est là que l'idée, loin d'être nouvelle, puisqu'elle remonte à plusieurs siècles, d'un revenu dit universel, qui ne serait pas lié au mérite, fût-il du travail ou d'hérédité, mais lié à la seule existence et attribué à tous afin d'assurer l'ensemble des besoins vitaux et nécessaires, la mobilité et la culture. La mise en œuvre de cette idée passe par une réflexion sur la façon la plus adaptée et surtout la moins dangereuse de l'organiser. La première proposition consiste à faire simple. Un versement depuis l'État vers les comptes bancaires des citoyens. Ainsi, nous allons faire gonfler les sommes présentes sur les comptes et augmenter la capacité à consommer, parfois considérablement, puisque certains foyers les plus pauvres pourraient voir leurs sommes disponibles doubler ou tripler. Mais cela va également augmenter la capacité d'endettement et la capacité à thésauriser ou à spéculer, si ce n'est directement par le citoyen, en amont par les banques, qui reçoivent les flux financiers du revenu universel au nom de chaque citoyen. La capacité d'endettement, elle, va se porter à moyen terme sur la capacité à faire un crédit immobilier plus important ou à payer un loyer plus cher. On sait que la somme utilisable pour le logement doit représenter au maximum un tiers des revenus du foyer. Mais là, la loi du marché faisant son œuvre, de façon irrémédiable, l'inflation immobilière aura lieu. Les banques auront tendance à prêter plus cher. La promotion immobilière s'ajustera à la capacité des consommateurs. Il ne faut pas rêver là. Notons ici que les entreprises sont soumises à la pression immobilière. Donc une augmentation de l'immobilier viendrait donner une pression supplémentaire sur le fonctionnement des entreprises. Si on ajoute à cela une capacité à consommer plus importante, et sachant que les prix à la consommation aujourd'hui ne sont pas fixés en fonction de la valeur réelle du produit, ou du service, mais en fonction de la volonté et de la capacité d'achat du consommateur. Alors là, la loi du marché entrera en action et une augmentation des prix face à une forte demande réduisant l'offre aura lieu, qu'on le veuille ou non. Tout cela va nous conduire paradoxalement à une baisse de la capacité à consommer, une augmentation de l'évasion fiscale.
Si on ajoute à cela la robotisation, qui dévore et dévorera toujours plus d'emplois, dans l'équilibre des revenus du foyer, la part des revenus du travail va baisser. Il va falloir donc augmenter le montant du revenu universel pour assurer un certain niveau de vie. Et d'autre part, les revenus de la sécurité sociale vont baisser, les revenus de l'État également, au risque que l'un et l'autre ne puissent assurer leurs fonctions. Notons qu'à chaque cycle abondant les banques, leur capacité à spéculer va croître, et elle va croître proportionnellement au montant du revenu universel. Pour conclure cette idée de mise en place, s'il est sujet à la spéculation, à la thésaurisation, à la création de crédits et consommables sans précaution, alors le revenu universel, ça peut donner ça. Une augmentation des prix, une augmentation proportionnelle du revenu universel puisqu'on va se retrouver face à un tonneau des Danaïdes impossible à remplir, une baisse des revenus du travail, des revenus de la sécurité sociale, des revenus des caisses de retraite, une augmentation de la spéculation des banques et une augmentation de l'évasion fiscale. Et ça, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'on n'en veut pas. J'ai donc travaillé à une autre façon de mettre en place le revenu universel, une façon qui le protégera de l'inflation, de la spéculation, notamment financière, de la thésaurisation et qui permettra de renforcer les deux joyaux que nous possédons, la sécurité sociale et la retraite. Pour cela, je suis allé chercher l'institution financière la plus haute que nous ayons. Nous avons, depuis la mise en place du système monétaire européen, créé la BCE, la Banque Centrale Européenne. Elle a été créée sur le modèle de la Banque Centrale Allemande et s'applique à la stabilité de l'euro et des prix à la consommation. L'histoire allemande explique cela, l'inflation étant la cause première de la montée du nazisme entre les deux guerres, c'est une peur première pour les Allemands. On sait aujourd'hui que la BCE ne peut pas financer les États, même si ce n'est pas tout à fait vraiment exact, puisqu'elle rachète actuellement des dettes d'État, elle les finance donc indirectement. Par contre, rien ne dit que les États ne peuvent pas faire remonter des flux financiers vers la BCE, et surtout rien ne dit que la BCE ne peut pas financer les citoyens. De façon à ne pas puiser dans les caisses de l'État, nous pourrions attribuer le revenu universel depuis la BCE directement vers les citoyens et inverser ainsi les flux au sein de la fameuse pyramide sociale. On abonde plus par le haut, on abonde par le bas et on fait remonter. Mais, pour ne pas produire le schéma précédent, cette attribution ne se ferait pas sur les comptes bancaires, mais par un moyen de paiement en valeur monnaie. Les commerces tels que nous les connaissons aujourd'hui ne pourraient pas recevoir les sommes du revenu universel en paiement de leurs produits et services. Le revenu universel devra assurer le besoin vital du logement afin d'éviter l'inflation immobilière. Nous devons le faire avec maîtrise, soit par des loyers adaptés au même titre que pour la défiscalisation, soit en plafonnant les montants issus du revenu universel pour payer le loyer. D'autres solutions peut-être vont émerger et permettre de réguler le coût de l'immobilier. Pour couvrir les autres besoins, bien nous allons demander aux commerces, aux producteurs, aux services qui souhaitent recevoir les sommes du revenu universel en paiement de se créer ou de muter selon des critères qui pourront être par exemple de marge afin d'éviter que la loi du marché intervienne dans le coût des produits, d'écologie, d'économie sociale et solidaire, d'imposition, de localisation. Enfin, tout ce que nous jugerons bon et utile à notre société. Un des effets secondaires directs est que nous allons diminuer l'activité des commerces actuels, notamment les grandes moyennes surfaces et les sites de vente en ligne, et potentiellement mettre en péril certains emplois. Nous savons qu'à la dernière grande mutation des commerces de consommation courante, en fait à la création des grandes et moyennes surfaces, quand ces derniers avaient besoin d'un emploi, 2 emplois étaient détruits dans les commerces de centre-ville. Je n'ai pas regardé ce chiffre pour les sites de vente en ligne, mais je n'ose même pas l'imaginer. On peut légitimement se dire que les emplois vont migrer vers les commerces de proximité et que pour un emploi transféré, un emploi sera créé. Cela aura un impact direct sur la sécurité sociale en augmentant le nombre de cotisants. Puis nous allons valoriser les revenus du travail dans chaque foyer, le partage du travail y aidant, augmenter encore la force de la sécurité sociale. Nous pourrons peut-être même nous passer des allègements de cotisations et si le revenu universel réussit à stabiliser le prix de l'immobilier, il sera possible d'en finir avec les niches fiscales.
Les commerces et services recevant le revenu universel en paiement participeront d'autant plus à la collecte de l'État, augmentant sa capacité financière et lui permettent de restituer à la BCE les sommes qu'elle a mises à disposition de chaque citoyen. Une restitution à raison d'1 euro rendu pour 1 euro mis à disposition, soit sans intérêt. Nous voyons ici l'importance que toutes les sommes issues du revenu universel circulent pour son propre équilibre, sa propre pérennité et pour le bien de tous. Pour qu'il n'ait pas à être financé à chaque cycle, le revenu universel doit circuler. Ainsi, avec ce revenu universel, la spéculation des banques n'est plus possible. Sa vision est écologique et ce sont les critères que doivent respecter les commerces et services qui le définiront. C'est également une vision sociale avec des impacts expérimentés sur l'éducation, la santé, les liens sociaux. Ceci étant dit, il nous reste à parler de la thésaurisation, de l'imposition et de l'égalité territoriale. Pour l'imposition, nous avons en France 5 tranches. 0% d'impôt pour la tranche 1 jusqu'à un peu plus de 9 000 euros, 14% pour la deuxième, 30% pour la troisième, 41% pour la tranche 4 et enfin 45% pour la dernière. En rendant le revenu universel imposable et pour exemple un revenu universel à 750 euros mensuels, il n'y aura pas d'impôt pour les personnes sans autres revenus, puis chaque tranche reversera le pourcentage qui correspond. Notons ici quand même qu'avec la fin des niches fiscales, les tranches les plus hautes seront le plus impactées et pourraient restituer plus que ce que leur apportera le revenu universel. La thésaurisation. La thésaurisation est définie comme le fait d'amasser des richesses. Plus économiquement, c'est vouloir garder son argent en dehors du circuit économique. L'évasion fiscale est une forme de thésaurisation. En plus de soustraire des revenus à l'impôt, elle les met en dehors du circuit économique. Le cycle vertueux que nous souhaitons est très schématiquement celui-ci. De la BCE vers le citoyen, vers les commerces et les services, vers l'État et retour à la BCE. Si nous permettons la thésaurisation, et là il faut penser aux plus riches, à ceux qui n'en ont pas besoin, nous freinons la circulation. Au même titre, si nous permettons la thésaurisation par l'évasion fiscale, nous empêchons également la circulation. Pour lutter contre cela, je propose un revenu universel, perpétuel et éphémère. C'est-à-dire un cycle de mise à disposition qui se présenterait le premier jour du mois à 0h00, une période d'usage qui durera jusqu'au dernier jour du mois à 23h58, un retrait des valeurs non utilisées le dernier jour du mois à 23h59, et la mise à disposition d'une nouvelle valeur monnaie pour le mois suivant, le premier jour du mois suivant à 0h00, soit 1 minute après. Ainsi, la thésaurisation est impossible, tout comme la spéculation, quelle qu'elle soit. Avant de finir, je voudrais vous parler d'un effet secondaire du revenu universel qui me paraît important, l'égalité territoriale. Comment le revenu universel pourrait redynamiser les territoires? Aujourd'hui, les territoires sont désertés. Nous allons définir des critères pour les commerces qui souhaitent recevoir le revenu universel en paiement. Le critère géographique peut être important là, d'autant plus que nous facilitons la mobilité, nous réduisons le temps de travail, et un point important, il est imposable et consommable par tous. Si nous reprenons le tableau d'imposition de tout à l'heure, sur la base d'une imposition dès la mise à disposition, consommée ou non, nous nous doutons que les tranches les plus basses, les deux premières et le bas de la troisième, vont consommer dans ces commerces et vont utiliser leur revenu universel. Mais ceux qui pourraient s'en passer, les tranches les plus hautes, seront incités aussi à s'y rendre, sous peine de restituer les sommes non consommées et en plus de payer l'impôt. Moi, je fais le pari qu'une bonne partie consommera et abondera le cercle vertueux que nous souhaitons. D'autre part, il faut se rendre compte que pour un revenu universel à 750 euros, c'est pour un village de 300 âmes 225 000 euros consommables chaque mois.
Alors, ces sommes ne seront pas consommées en totalité sur place, puisqu'il y a d'autres besoins à couvrir, mais cela devrait permettre le retour de commerce et de services dans les villes et les villages. D'autant plus si le critère de localisation du commerce exclut les zones commerciales. Cet afflux d'activités locales relocalisera les habitations dans ces zones, le travail à distance se popularisant grâce à la technologie du numérique. Ainsi, à l'échelle de la France, pourront naître des liens commerciaux entre des agglomérations et des campagnes, permettant par exemple à des familles de Marseille ou de Lyon de s'approvisionner en viande directement chez un producteur du Cantal, et cela grâce au revenu universel. Ainsi, l'influence économique des agglomérations s'élargira jusqu'à couvrir l'ensemble du territoire. Au niveau européen, on peut imaginer le même scénario grâce à la mobilité et peut-être là dans un but culturel et éducatif. Des déplacements seront rendus possibles par l'usage du moyen de paiement du revenu universel utilisable partout en Europe. Le revenu universel peut aussi nous conduire à une égalité à l'échelle de l'Europe. Nous savons que chaque État a un niveau de vie différent des autres, même si certains sont relativement proches. En adaptant dans un premier temps le revenu universel à chaque niveau de vie, nous pourrons de façon lente et progressive l'utiliser comme levier pour accompagner une égalisation fiscale pour, à terme, peut-être sur une décennie ou plus, atteindre une égalité relative globale. Voici donc le revenu universel que je vous propose et que je soumets à votre critique. Critique constructive, bien sûr. Vous pouvez trouver plus de détails dans le livre paru en décembre 2017, L'Europe est à nous, comment l'Europe et le revenu universel pourraient changer nos vies, ainsi qu'à divers articles sur la page Facebook. Je reste ouvert bien sûr à toute discussion, débat et autres en ligne ou physiquement. Il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous dire à bientôt.